Bienvenue. De l'enfant roi à l'enfant tyran, tel est le livre étudié aujourd'hui au cœur de notre vidéo numéro 14. Didier Pleu tire au clair l'éducation des enfants occidentaux. Oui, car l'enfant tyran n'arpente pas les rues de Kinshasa, de Kuala Lumpur ou de Katmandou. Didier Pleu est psychologue. Et pour marteler ses idées, pour confirmer ses arguments, il nous livre des échanges qu'il a pu avoir avec les parents. Souvent c'est savoureux, c'est même très drôle. Le déni des parents, voire leur mauvaise foi, luise à travers le livre. Tuons tout suspense superfétatoire tout de suite, les parents sont les principaux responsables et nous le verrons à travers l'étude de cet ouvrage. Aussi, et pour clore ce superflu, sachez que l'auteur a inclus toutes sortes de tableaux questionnaires, de tableaux résumés très utiles aux parents, leur permettant ainsi de dénouer le vrai du faux, la réalité des apparences et l'enfant modèle de l'enfant tyran. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Débutons par un éclaircissement, une distinction forte à propos afin d'éviter d'emblée toute confusion. L'enfant roi est celui qui possède tout, les biens matériels et les biens émotionnels. Ouais, nous pouvons dire par exemple que l'amour inconditionnel donné par les parents fait partie intégrante de ce que nous appellerions les biens émotionnels. L'enfant tyran, lui, c'est celui qui exerce, qui impose une domination sur autrui. Prenez aussi conscience que l'enfant tyran, c'est le résultat, la conséquence, la prolongation de l'enfant roi. Il faut passer par la case enfant roi pour aller à celle d'enfant tyran. C'est un passage obligatoire, un péage. Donc ce n'est pas une situation ou un état de fait sorti d'un chapeau maléfique et dénué de toute origine. Didier Pleu nous peint donc le portrait de ce tyran sur pattes, à travers plusieurs tranches de vie assez savoureuses. En fait, il va nous faire part de rendez-vous qu'il a eus en tant que thérapeute avec des parents qui devaient gérer ces enfants tyrans. C'est très drôle, parfois. Alors l'enfant tyran, il fait ce qu'il veut, il n'accepte pas les contraintes, etc. Vous vous en doutez. Mais ce qui interpelle le plus, c'est l'inertie des parents. C'est comme si un voile venait obérer leur jugement froid. Le principal problème, c'est que l'enfant tyran n'est pas reconnu, décelé, diagnostiqué par ses propres parents. Ils ne le reconnaissent pas, ils ne le voient pas, ou ils ne veulent pas le voir. Nous le verrons en conclusion. Maintenant, posons-nous les bonnes questions et dressons le portrait robot de l'enfant tyran. Quelles sont ses caractéristiques, ses symptômes? Quelle récurrence le thérapeute remarque-t-il? D'abord, et cela pourrait peut-être vous surprendre, l'enfant tyran est malheureux. Il a hérité d'un pouvoir suprême dont il use et abuse par crise, par pleurs, par chantage. L'enfant tyran aussi est stratège et machiavélique donc, parfois, par volonté de culpabiliser les parents par exemple. Chose importante, l'enfant tyran peut être issu de toutes les classes sociales. Oui, parce que c'est une victime du consumérisme, et le consumérisme, à travers des biens matériels peu dispendieux, par exemple, peut toucher toutes les classes sociales. Et la télévision aussi, évidemment. Le pire étant sans aucun doute que ce petit être, facilement gérable normalement, est poussé, propulsé par un décor sociétal, toute une idéologie qui renforce ses certitudes. Cette puissance d'ailleurs qui peut tout détruire. L'enfant tyran a une telle puissance qu'il peut détruire le moral de ses parents, la vie de ses parents, faire perdre le travail de ses parents. Il peut jouer sur la santé de ses parents. Et il peut évidemment détruire le couple que forment ses parents. Mais alors, pour quelle raison, quel est ce système qui est remis en cause, que l'on doit remettre en cause? Par quels moyens l'idéologie moderne nourrit l'enfant tyran et vient donc gêner le travail des parents? Alors, tout ce décorum sociétal s'organise de plusieurs façons. Alors, voilà toutes les raisons pour lesquelles l'enfant tyran voit son pouvoir grossir. Alors, premièrement, par la consommation. Puisque les enfants sont mis sur un piédestal, on veut les convaincre dès le jeune âge. La publicité, par exemple, fait la part belle aux enfants qui sont généralement ceux qui bernent les autres dans les publicités, dans les scénarios des publicités.
aussi par l'évanescence des valeurs saines, aussi par l'inversion permanente des valeurs. L'enfant ne prend plus ses parents comme modèle. Aussi par les divorces, puisque les parents sont devenus séducteurs maintenant. Chacun veut séduire son enfant sans garder son rôle. Le père qui devrait être un père et une mère qui devrait être une mère. Aussi par l'absence de responsabilité donnée à l'enfant, qui n'a maintenant que des droits, il n'a plus de devoirs ni de responsabilités. Et aussi par l'importance donnée à la place de l'enfant par le couple. Il est devenu comme le but ultime, nous le verrons en conclusion. Alors on pourrait penser que tout est fini, mais non. Je pense que nous avons oublié la raison principale. Les parents occidentaux souffrent d'indéniables manques. Lesquels? Alors, beaucoup, pléthore. Des manques intellectuels, des manques de maturité, des manques oratoires, comme savoir expliquer, des manques d'attention, par manque de temps, des manques de caractère, puisque le père n'existe plus, des manques pédagogiques, d'accord, mais aussi des manques de jugement. Ils sont incapables, nous l'avons vu, de reconnaître un enfant tyran, même s'il est omnipotent. Alors après avoir dressé le portrait de ce dictateur en culotte courte, Didier Pleu entre dans les détails et trace la vie suivie par l'enfant tyran. La fripouille commence très tôt. Il commence très tôt à donner des signes de tyrannie. Donc sa majesté des couches, ainsi est-il nommé par l'auteur. Parmi les signes les plus remarquables, évidemment, la colère, les pleurs constants. C'est son mode de communication favori. C'est le seul, répondrez-vous avec raison. Certes, mais en être humain accompli, en parents désirant élever leur enfant, il faut trouver la saine balance entre parfois y répondre et d'autres fois non. Entre 4 et 13 ans, c'est à ce moment-là que les suppôts du diable, si nous pouvons les appeler ainsi, viennent s'engouffrer et ils viennent gêner la pensée de votre enfant. On a le diable écran, nous l'avons vu dans notre vidéo numéro 12, que nous vous conseillons vraiment, sur la fabrique du crétin. Il y a le diable publicité qui fait partie du diable écran, mais qui impose des codes et des valeurs, différentes évidemment, et malsaines. Et il y a les diables que sont les multinationales diverses. Okay. Tout ça s'entremêle. Alors tout ce monde virtuel, ou tout au moins éloigné du réel, donc ces publicités, ces multinationales, tout ce qui divise en fait, vont imposer par la suite à l'enfant un retour au réel, une sorte d'atterrissage des plus frustrants, puisqu'après avoir vécu dans son esprit dans une espèce de monde parallèle, quand il faut revenir à la réalité, eh bien la tyrannie se met en branle. Déconnecté, ailleurs, l'enfant tyran ne termine rien, il n'entreprend rien, il décide de tout. Il exige la gentillesse des autres, il exige le sacro-saint plaisir, il abhorre l'effort, le travail, il vous tutoie et tutoie le néant. À l'adolescence, c'est la rebelle attitude, sorte de conséquence, prolongement irrémédiable de l'enfant tyran. Cela s'exhale, vous le savez évidemment, en première instance par la dégaine, le style vestimentaire ou affiché. Alors on a des crêtes vertes, on a des cheveux teints en jaune, en rouge, des boucles d'oreilles extravagantes, de mauvais goût, qui frisent le ridicule. Bref, vous croisez tous les jours ce genre de pistolet-là. D'accord. Et là, Didier Pleu qui prend toujours des exemples de parents qui viennent le voir en thérapie avec leur enfant ou leur adolescent. C'est souvent très drôle d'ailleurs. Et donc Didier Pleu prend un exemple. Il prend l'exemple d'un adolescent au look désarmant et extravagant, donc, et témoignant d'un mal-être. D'accord ? Alors, là, je viens de vous présenter la scène. Vous allez vous l'imaginer. Et devinez quel genre de garçon de 17 ans va parler Monsieur Pleu. Alors peut-être un jeune gauchiste fils à papa, vous savez, le genre aux cheveux longs. Non, pas du tout. Alors peut-être un jeune antifa, casseur, blouson noir. Non, pas du tout. Bon, alors peut-être une petite cacaille au vocabulaire châtié. Non, pas du tout. Accrochez-vous. Didier Pleu nous présente un nasillon. Ouais. Un crâne rasé, pantalon serré. Ouais. Jérémy, il s'appelle.
Alors ce Jérémie, il vomit sur Ariel Sharon. Pardon. Le livre doit un petit peu dater, j'ai oublié la date, pardonnez-moi. Donc il vomit sur Ariel Sharon et il provoque pour la seule fois du livre un certain dégoût chez l'auteur. Donc il a toutes sortes d'enfants qui sont mal polis, mais alors cet enfant-là, qui d'ailleurs n'est pas du tout mal poli, hein, ce qui est drôle. Alors lui, il lui inspire le dégoût. Enfin, on voit bien ça reste quand même un bon livre, mais on voit toujours cette volonté de montrer patte blanche. Hein. Didier Pleu. Je ne vais pas en parler non plus, mais à un moment donné, il crache un peu sur Pétain. On a toujours un petit peu la volonté de montrer patte blanche pour pouvoir... Enfin, on avait la même chose avec la vidéo numéro 12. C'est pas grave, c'est pas grave. On va s'atteler vraiment aux idées de l'auteur. Donc bref, vous l'avez deviné, d'accord, l'ado tyran, en résumé, connaît ni l'empathie ni l'altruisme. Il est un fier soumis de la société de consommation, il dicte la bonne parole, il se déresponsabilise, il manipule, il ne gère pas la frustration, bref, c'est un petit con que l'on a envie de gifler. D'accord ? Rien de nouveau le soleil, affirmerez-vous. Mais alors, question importante, et c'est ce que va aborder Monsieur Pleu dans la troisième partie. Alors comment le gérer ? Comment l'appréhender ? Comment le dompter, cet enfant tyran ? Le plus évident étant évidemment de cultiver chez lui la frustration. Excusez-moi de répéter sans cesse ce mot, mais tout est là. Hein. D'ailleurs, Didier Pleu fait une remarque pertinente à ce sujet. Il dit que les parents qui ne désirent pas activer ou déclencher la frustration chez leur progéniture laissent transpirer en réalité leur égoïsme, leur autosatisfaction. Ah oui, c'est mon enfant. Et comprenez la réflexion, c'est pas du tout stupide. Donc c'est au titre de mon enfant, on ne doit pas lui provoquer la frustration. Et c'est même pas une volonté de protection, hein. Pas du tout, parce que si on voulait le protéger, on devrait le tester de temps en temps. Là, pas du tout. Et donc cela commence dès le plus jeune âge afin d'éviter à l'enfant de se sentir tout puissant. Savoir mettre de côté le court terme avec pour idée de privilégier le long terme, plus proche de la vérité, nous le verrons en conclusion. Ne pas se laisser gagner, dominer par les émotions contre-productives pour le sermonner. D'accord ? Donc s'il voit que vous êtes énervé, vous avez perdu. Okay ? C'est pareil pour un professeur. À ce titre, l'auteur nous offre une boîte de pensée de secours afin de cheminer intellectuellement et de prendre les bonnes décisions tout en évitant les pièges grossiers tendus par le sieur émotionnel. À votre tour donc de dominer l'émotion, c'est ça que vous devez faire. Cet émotionnel qui nous vient peut-être de ces anciens psychologues ou autres penseurs de l'enfance qui furent installés sur un piédestal, nommons ici Dolto, ou l'illustre Liaudet, dont nous parlerons en troisième partie. La situation miracle ne sortira pas du chapeau de Garcimore, non, non. Cette solution, elle se travaille. Elle demande réflexion, précision et habitude pour prendre de l'ampleur et s'imposer dans l'esprit de l'enfant. Il faut donc l'encadrer par des règles, des bons réflexes et ne pas craindre de le frustrer. Projetons-nous au-delà du livre. Tâchons de lui apporter une plus-value et prenons un envol en fait. Alors nous allons commencer par une constatation de la dégradation de notre société. Allez, n'ayons pas peur des mots, on peut même aller bien plus loin, parlons de pourrissement de notre société. On va le prouver par le truchement de deux citations plutôt visionnaires. Bon, alors parler de visionnaire quand on parle de Platon c'est un peu ridicule, mais... Alors la première citation, donc vous l'avez compris, c'est Platon, à la page 151 du livre. Il dit « Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, alors là vous voyez ici c'est absence d'autorité, indifférenciation, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, pensez à ce qui se passe dans les écoles en France, pensez aussi aux cours dans lesquels les élèves font classe à l'enseignant, une espèce d'enseignement inversé. Lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien et de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Là, ici, Platon décrit absolument la société actuelle. On ne peut mieux. L'autre citation est celle de Rousseau. C'est la dernière citation du livre.
La nature veut que les enfants soient enfants avant que d'être hommes. Pardon. Donc, la nature veut que les enfants soient enfants avant que d'être hommes. Si nous voulons pervertir cet ordre, il parle bien de perversion, pervertir cet ordre, nous produirons des fruits précoces qui n'auront ni maturité ni saveur. D'accord? Donc un enfant précoce n'est pas un enfant mature. Hein. Réveillez-vous ceux qui pensaient ça. Donc nous produirons des fruits précoces qui n'auront ni maturité ni saveur et ne tarderont pas à se corrompre. Oui, ils n'ont pas de maturité. Ils ne sont ancrés dans rien. D'accord ? Ils n'ont aucune conviction ni foi. C'est logique, ils sont facilement corruptibles. Nous aurons de jeunes docteurs et de vieux enfants. Mais pensez à tous ces adolescents qui pullulent. Alors, Rousseau lisait dans l'avenir et dressait le portrait de la société occidentale actuelle. L'absence d'exigence, la fuite des responsabilités, la fuite des devoirs aussi, de chacun d'ailleurs. Une indifférenciation généralisée, pardon le pléonasme, qui tire vers le bas, vers la médiocrité et vers la mort certaine. Honnêtement, c'est une société mourante qui est décrite ainsi. Alors cette constatation faite de notre société, contemplons l'horizon et essayons de lire l'avenir. La situation va-t-elle s'améliorer ? Oui, je viens de vous dire que la société est mourante. Donc je vous imagine sourire devant l'inanité d'un tel questionnement. Non, évidemment, nous glissons irrémédiablement en direction du pire. Tâchons de comprendre. Tout part de la destruction de l'idée de famille, concept de famille, d'accord, dont les causes sont multiples. Hein. Mais pour notre raisonnement, partons de la destruction de la famille. Le père, donc, avec cette destruction, ne jouit plus d'aucune autorité pour deux raisons principales. La première, c'est que les couples formés aujourd'hui ne sont plus ancrés dans la complémentarité des rôles. D'accord ? Donc un père n'est plus un père et une mère n'est plus une mère dans le sens traditionnel du terme. D'accord ? Ils sont indifférencialisés. Indifférenciés, peu importe. Deuxième raison, l'enfant désiré est vu aujourd'hui comme un objectif, un but, une fin en soi, une finalité en fait, une volonté du couple quasi mercantile. Et ce n'est plus vu comme le début du plus important et du plus difficile travail qui existe sur Terre, éduquer. D'accord, ça devrait être le début d'un parcours du combattant. Non, non. C'est plus du tout la même chose. Donc le père est privé de son autorité, de sa nature même, parce qu'il l'a en lui. Il devient donc un père frustré, puisqu'il ne peut pas laisser exhaler sa nature. En fait, la frustration a changé de camp. La frustration qui devrait accompagner l'enfant dans son éducation est désormais chevillée au corps du père. Alors continuons, père frustré donc. Comment imaginer que ce père-là puisse tolérer par la suite qu'une autre personne fasse preuve d'autorité sur son enfant, comme un enseignant par exemple? Mais c'est impossible. D'accord, c'est impossible. Comment un parent qui a perdu l'autorité de son enfant oserait donner l'autorité d'une autre personne adulte sur son enfant? Dans les rêves. Mais de toute façon, la question ne se pose pas, puisque l'école entérine, pérennise l'absence d'autorité à travers ses enseignements tournés vers le roi élève, à travers l'indifférenciation, encore une fois, à travers la destruction du respect dévolu à l'enseignant et à son statut. Pire encore, l'école fait des courbettes. Elle se plie en quatre pour les 10. Et les 10, c'est les DYS, c'est-à-dire les dyslexiques, les dyscalculiques, les dyspraxiques, les dysorthographiques. Alors ce qui a pour conséquence majeure, cette idée, fruit de l'hypocrisie de la pensée de gauche occidentale, vous les 10 n'êtes pas différents des autres. Et d'ailleurs, la société se doit de changer, d'évoluer, de se réformer afin de vous satisfaire pleinement. Vous voyez, on perpétue le moi-je. La voie de l'enfant tyran vers l'adulte tyran est toute tracée. On la voit, elle est éclairée de mille feux. D'ailleurs, la pensée humaniste brille en ce qui a trait à l'éducation des enfants. Dolto disait « La société doit s'adapter à l'enfant ». Lyodé disait « Les parents n'ont que des devoirs envers les enfants ». Cet humanisme déclaré, affiché, met l'enfant au centre duquel tout doit tourner. Alors quelle est la solution?
La solution se trouve donc vers un retour à des valeurs saines, vous vous en doutez, catholiques principalement. L'idée étant de privilégier le long terme qui assoit une richesse et la transforme en acquis, privilégier le long terme au court terme qui ne crée que des richesses volatiles et génère la frustration. Une tournure d'esprit catholique, c'est passer par le mal, par le dur, pour aller vers le bien. C'est passer par la frustration pour aller vers la vérité, vers l'acquis. C'est cheminer par le long terme pour aller vers l'élévation, et non pas l'horizontalisation. Repensez aux barbares. Tout cela se réalise en opposition complète avec la doctrine protestante humaniste anglo-saxonne. Mais pas que, hein. Il n'y a pas que eux. Cette doctrine du bonheur toujours, tout le temps, dès l'enfance, qui est en réalité une sorte d'égoïsme court-termiste de pouvoir voir son enfant heureux. Terminons en rappelant ce qu'est la vie. La vie, c'est la maîtrise des frustrations, ne pas tout posséder, ne pas tout réussir, ne pas tout faire, ne pas tout pouvoir faire. Et ne pas vouloir enseigner la frustration inhérente à la vie, c'est ne pas vouloir enseigner la vie. Et une éducation, qu'elle soit parentale ou qu'elle soit scolaire, qui n'enseigne pas la vie, ce n'est plus une éducation. Si l'éducation est morte, devinez la suite. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée. Aimez-nous comme nous vous aimons